Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Nous allons commencer cette intervention. Merci à tous d'être là pour partager ce soir un moment sur la santé environnementale. Nous sommes sur la plateforme Livestorm, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas intervenir oralement. Par contre, vous avez sur votre droite un onglet chat où vous pourrez poser vos questions et faire vos commentaires. Et à côté, un onglet sondage où vous pourrez répondre aux différentes questions qui seront posées tout au long de la conférence. Je m'appelle Marie-Lou Carballo et je suis responsable prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. La Mutualité Bourgogne-Franche-Comté, c'est la représentation en local, on va dire, en région, de la mutualité, de la Fédération nationale de la mutualité française. C'est plus d'1,5 million d'adhérents en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 50% de la population. Et nous représentons environ 129 mutuelles. Je fais partie du pôle prévention. Le pôle prévention, j'ai un petit souci de... Ça va être vite réglé. Hop. Le pôle prévention qui travaille à préserver la santé à tous les âges de la vie de chacun d'entre nous. C'est une préoccupation importante. Et si la santé est la résultante de plusieurs déterminants de santé, il en est un sur lequel tout le monde peut agir à son niveau. Ce sont les comportements individuels. S'approprier ou se réapproprier des connaissances, des attitudes et des comportements favorables à la santé, c'est ce que nous proposons à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté et au sein du pôle prévention à travers tout un programme d'actions qui sont déployés sur la région en faveur des adhérents des mutuelles et de l'ensemble de la population en général. Ces actions sont réparties au sein de 4 programmes de prévention en cohérence avec les orientations stratégiques nationales de santé. Ces programmes sont santé des seniors et du grand âge, santé des adultes, santé des actifs, santé des familles et puis santé de notre environnement. C'est donc dans ce cadre-là, dans la santé de notre environnement et dans la mise en place d'actions de prévention que nous sommes là ce soir et que nous allons passer environ 1h30 ensemble. Nous passons la plus grande partie de notre temps dans un espace clos et notamment dans notre logement. C'est pourquoi il est important d'être attentif à la qualité de l'air intérieur. D'autre part, nous sommes tous, peu ou prou, exposés à de nombreux agents environnementaux, chimiques, physiques et biologiques. Cette exposition aux sources de pollution, même à faible dose sur de longues périodes, a des conséquences sur la santé. C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir que diminuer ces risques pour notre santé, c'est possible, avec Laure Pressuire, ma collègue qui est conseillère médicale en environnement intérieur au sein du pôle prévention de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. C'est elle qui va animer cette conférence ce soir. Mais tout d'abord, je pense que tout le monde ne connaît peut-être pas le métier de conseillère médicale en environnement intérieur. Donc, je vais la laisser se présenter. Laure, je te passe la main. Je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci Marie-Lou. Bonsoir à tous. Donc effectivement, comme Marie-Lou l'a présenté, donc je suis conseillère médicale en environnement intérieur. C'est un métier qui existe depuis une trentaine d'années en France et qui consiste à réaliser des visites au domicile de personnes qui souffriraient de problématiques respiratoires, donc allergies ou asthme, en lien avec donc leur environnement, leur milieu de vie. Et donc ces visites sont réalisées sur prescription médicale de médecins spécialistes, allergologues essentiellement, mais même, voilà, pneumologues, dermatologues également, pédiatres, qui sollicitent le service d'une conseillère ou d'un conseiller en environnement intérieur pour réaliser un diagnostic, au sein du logement, du patient et voir dans son logement quels seraient
les problématiques rencontrées, quels sont les allergènes et les polluants présents qui auraient un impact justement sur la pathologie du patient. Donc au travers d'un accompagnement, du patient, voilà, on aide, la personne qui souffre de ces allergies à, améliorer sa prise en charge et à repérer au sein de son logement quels sont justement les polluants et les allergènes présents. Voilà, donc cette conférence, ne concerne pas forcément que les personnes allergiques. Voilà, on va parler de différents polluants, différents allergènes auxquels on peut tous être sensibles, et que l'on retrouve, voilà, dans nos logements. Alors, je vais essayer, voilà, de prendre la main sur le diaporama. Hem Juste une 1re question, que à laquelle vous pouvez éventuellement répondre du coup dans le chat par un mot ou une phrase. Ce que représente pour vous la santé environnementale? Voilà, en 2 mots, santé environnement, donc c'est une rencontre santé environnementale. Hem, donc quand voilà, on indique santé environnement, pardon. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je vais vous laisser, voilà, mentionner, quelques éléments dans le chat, hem, pour voir un petit peu, d'où est-ce que l'on part. Alors, je vous laisse répondre et en même temps, je réponds donc à Marie-Agnès Guézet, la question est: «Votre intervention à domicile est-elle gratuite?» Alors, elle est effectivement gratuite pour les patients. Voilà, la plupart des CMEI qui exercent, soit dans des services, mutualistes, soit, dans des services hospitaliers, ou, via des services, d'hygiène, des villes, hem voilà, dispose de financement qui nous permet, justement de proposer ces visites, 0 reste à charge pour les patients. Voilà, dès lors que l'on a une prescription médicale pour, avoir un diagnostic, d'allergie et cibler au mieux, la pathologie et l'environnement de vie du patient. Alors à la question santé-environnement, donc santé de l'air intérieur et extérieur, une seule santé. Oui, effectivement, donc ça c'est un concept, relativement récent, en tout cas dont on entend parler, récemment. Une seule santé, danger des matériaux dans les appartements, l'air ambiant intérieur, santé environnement, donc minimiser les risques de maladies, l'influence du milieu où l'on vit, donc sur la santé. Alors, effectivement, hem, sur la question, les produits d'entretien, donc sur la notion santé-environnement au sens large, donc d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par différents facteurs, donc des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle va concerner aussi les politiques, de gestion justement de ces risques, de résorption, de contrôle, de prévention des différents facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles, donc les personnes exposées directement, mais aussi, des générations futures. Donc au travers de cette définition, on le comprend, la santé et l'environnement sont 2 éléments, étroitement liés. Donc c'est l'impact de ce qui nous entoure sur notre santé. On n'est effectivement pas tous égaux sur la planète, suivant les polluants, voilà, qui sont autour de nous, suivant notre exposition. Mais en 99, voilà, l'OMS déclarait que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Donc on voit bien que, voilà, l'environnement est un enjeu majeur de santé publique. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse justement de plus en plus à cette question de la santé environnementale? Tout simplement parce qu'un environnement sans danger, sain et protecteur est indispensable pour que tous les enfants puissent, grandir et se développer normalement et ce,
en bonne santé. Hem, plusieurs, plusieurs observations, enfin voilà, font émettre justement ce constat-là. Hem une certaine partie de la population sont beaucoup plus vulnérables à leur environnement. Donc on pense notamment, aux enfants et aux femmes enceintes qui selon, voilà les polluants auxquels, elles peuvent être exposées, peut impacter la santé, de l'enfant, à naître. Hem mais aussi, en fonction des différents selon aussi les observations qu'on peut faire au niveau, de l'augmentation des maladies chroniques, au niveau de l'augmentation des allergies, qu'elles soient respiratoires ou, alimentaires. Ce qu'on peut retenir, c'est que de toute façon, un environnement sain et favorable au bon développement de l'enfant, c'est un gage de la santé de l'adulte en devenir, qu'il deviendra. Voilà, avec, notamment sa capacité à avoir à son tour des enfants qui soient en bonne santé et donc, voilà, c'est aussi l'enjeu autour d'un polluant en particulier, voilà, qu'on développera pas ce soir, mais qui est un enjeu aussi, je pense normalement notamment aux perturbateurs endocriniens. Alors, justement, vis-à-vis des maladies chroniques, quel est le constat aujourd'hui, sur l'évolution de cette problématique de santé? Donc, notamment vis-à-vis des cancers, hein, en l'espace de 30 ans, donc entre, voilà, les années 1980 et 2000, et 2015-2020, donc le nombre de cancers a doublé. Les allergies, je vous l'ai dit, qu'elles soient respiratoires ou alimentaires, ont également, augmenté. Actuellement, 25 à 30 de la population est touchée par une maladie allergique. Donc une maladie allergique va se caractériser par, soit une réaction sous forme d'asthme, ça peut être de l'eczéma, donc une réaction cutanée, tout ce qui est symptômes de rhinite, de conjonctivite et donc les allergies alimentaires, les enfants sont de plus en plus concernés par cette problématique-là. D'autres maladies chroniques aussi, donc tout ce qui est lié à l'obésité, voilà, donc on voit aussi une augmentation entre 2012 et 2020, hem et également pour les personnes en situation, d'obésité aussi. Donc l'alimentation est un facteur déterminant dans le développement de ces pathologies, mais pas uniquement. L'environnement justement, et les polluants auxquels on est exposé, en font partie. Quand on parle justement de l'allergie, donc c'est la quatrième maladie dans le monde. Une personne sur 3 qui est née après 1980 aujourd'hui donc est allergique et d'ici, 2050, donc d'ici 30 ans, les études, les études mettent en évidence que la moitié de la population mondiale souffrait d'une pathologie allergique, donc une personne sur 2. Voilà, il y a 50 ans en France, c'était 2 à 3 de la population. Alors le diagnostic a bien évidemment, progressé, et évolué, la reconnaissance aussi de la spécialité de l'allergologie, qui date de 2016, fait aussi, voilà, montre aussi, en tout cas une augmentation des diagnostics plus favorables vers des allergies. Hem, mais on ne peut pas uniquement expliquer, l'explosion des allergies via cette observation-là. Il y a voilà, les facteurs environnementaux, jouent aussi un rôle, très important. Alors, ce qui nous intéresse justement, c'est, quels sont les polluants, si on s'intéresse à une composante en particulier de notre environnement, donc elle a la qualité de l'air et notamment la qualité de l'air intérieur. Comme l'a dit Marie-Lou en introduction, on passe beaucoup de temps dans des espaces fermés, on passe beaucoup de temps chez soi. Mais même, voilà, dans une voiture, les transports en commun, les voitures, dans un espace clos, on va dire, dans lequel on retrouve des polluants. Donc ce qui nous intéresse justement ici, c'est qu'est-ce qui peut polluer l'air de notre logement? Alors, on va vous proposer une question dans le sondage. Selon vous, donc l'air intérieur est moins pollué que l'air extérieur, de qualité équivalente à l'air extérieur ou plus pollué que l'air extérieur? Voilà. Donc, vous pouvez aller sur l'onglet sondage et puis vous pouvez répondre à ce sondage, cette question qui est proposée.
vous avez une petite indication soumettre le vote, vous votez et vous soumettez votre vote et nous aurons les résultats en direct. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. On voit les pourcentages D'accord. qui bougent. On a déjà 85% plus pollué que l'air extérieur. Alors moi, effectivement, Marilou, je vois pas les résultats des sondages. Je vais juste te laisser me les rapporter. Oui, donc pour l'instant, comme je te disais, il y a 81% de personnes qui répondent que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, Mmh. suivi par de qualité équivalente à l'air extérieur. Alors effectivement, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Nos logements sont davantage, voilà, pollués. Hem, nos, mmh alors je vois en même temps, du coup, les commentaires dans le chat. Certaines personnes n'ont pas vu la question. Oui, apparemment, n'ont pas vu l'onglet, mais je suis en train d'expliquer sur le chat où se trouve cet onglet. Très bien. Merci Marilou. Hem Donc voilà, notre logement, voilà, on l'aménage pour y être bien, il nous abrite des intempéries, mais pas forcément des irritants et des polluants qui peuvent justement naître, dans notre logement. Ces polluants sont pour la plupart, invisibles, donc voilà, si on ne les voit pas, on ne peut pas forcément les suspecter. Hem Ce graphique justement qui est publié par l'ADEME nous montre que nos logements, donc sont 6 à 8 fois plus pollués que l'air extérieur et là on retrouve toute une palette de polluants chimiques, qui sont davantage présents effectivement, dans l'air intérieur que dans l'air extérieur. On peut en retrouver certains en extérieur, hein, notamment, hem, le benzène est un polluant qu'on peut retrouver, aussi, à l'extérieur, notamment émis par les gaz d'échappement, mais qu'on peut retrouver aussi dans nos logements par justement un transfert de pollution de l'extérieur à l'intérieur, mais aussi par nos différents comportements. C'est un polluant qui provient aussi de la fumée de cigarette, par exemple. Hem, Certains polluants n'existent pas, à l'extérieur et ils proviennent, essentiellement de nos matériaux, de matériaux de construction, de mobilier, les produits qu'on peut utiliser au quotidien et donc ce qui est problématique aussi dans cette pollution, on va dire chimique, c'est que, cette pollution va se cumuler, elle va s'additionner et donc on n'est pas exposé à un seul polluant, on est exposé à ce qu'on appelle un effet cocktail de polluants, qui peuvent être à faible dose, mais qui est une exposition quotidienne. Donc la problématique aussi peut venir de là. Alors donc une autre question là qui n'est pas soumise à un sondage, mais à laquelle vous pouvez répondre directement dans le chat. Hem, Quelles sont selon vous les différentes sources de pollution que l'on retrouve au sein de son logement? Donc là voilà, on a vu sur la slide précédente, des polluants bien particuliers que sont des polluants chimiques, des composés organiques volatiles par exemple, comme le formaldéhyde. Mais les sources de ces polluants-là dans nos maisons, d'après vous, proviennent d'où? Sont liés à quoi? Alors, sur l'immobilier, la peinture, les animaux, les rideaux anti-feu, effectivement, s'il y a des traitements, des additifs sur les textiles, ça peut faire partie des polluants, produits ménagers, les bougies.
Les peintures, le mobilier, les vernis, nous, Jean-Yves donc cite nous, effectivement, la présence humaine au sein des logements peut être une pollution, la cigarette, les désodorisants, le CO2 qui est, effectivement une molécule émise, voilà, par la présence humaine dans notre respiration, qui est un indicateur de confinement également. La respiration, les écrans, les vêtements. Beaucoup de choses effectivement. Alors sur cette slide, on peut voir les différents postes de sources de pollution. Donc l'activité humaine, hein, voilà, vous l'avez dit, bon, ça ressort pas ici, mais effectivement la respiration, le CO2. Donc les activités humaines par le tabagisme par exemple, par les activités de ménage, de cuisine, de séchage du linge qui peut ramener de l'humidité, le bricolage avec, tout ce qui est peinture, entre autres. Les parfums d'intérieur, donc les odorisants, les bougies, l'encens. L'occupation des locaux, donc via, la présence des animaux qui peuvent être source de pollution aussi, les plantes, donc ces 2, ces 2 polluants-là, peuvent émettre différents allergènes, différents pesticides aussi, suivant les traitements, utilisés, par exemple, au niveau des plantes ou les traitements anti-puces sur les animaux, ça peuvent être source de pesticides. Hem, les différents engrais utilisés pour les plantes. La pollution peut aussi effectivement venir, la pollution intérieure peut aussi venir de l'extérieur, donc les polluants de l'air extérieur sont on pense par exemple au radon, hem, au gaz d'échappement des véhicules, ça peut être également les pollens. Hem, on peut aussi parler, voilà, des matériaux de construction de décoration qui vont émettre différentes substances, hem et puis les équipements. Donc là, on peut parler de l'ameublement, mais également des dispositifs, de ventilation, de climatisation qui seraient mal réglés ou mal entretenus. Peut aussi, être source de pollution et puis les différents dispositifs de chauffage également. Il faut savoir aussi que hem, des paramètres de confort comme humidité et température peuvent aussi jouer sur l'émanation des différents polluants. Plus l'air est chaud et humide, plus les polluants irritants et allergènes vont être nombreux et vont se développer. Donc la température et l'humidité, sont aussi des paramètres qui peuvent, hem, en étant ajustés, voilà, de manière, la plus optimale possible, hem, peut aussi permettre justement de limiter cette pollution. Alors, que faire, pour justement agir sur cette pollution? Donc on peut agir à la source, mais aussi via les équipements, donc tout ce qui est aération et dispositifs de ventilation. Donc on peut agir, voilà, sur les températures et taux d'humidité. On va développer chaque pastille. L'aération, système de ventilation. On peut réduire donc les polluants biologiques, on peut réduire les sources de pollution physique, mais également chimique. Alors là, normalement, vous avez une question, dans le sondage sur justement, hem Oui, oui, c'est ça. C'est quelle est la température recommandée dans le salon? 18 degrés, 19 degrés, 21 degrés. Je ne sais pas si est-ce que tout le monde la voit? C'est bon, c'est bon. On en parle beaucoup ces jours-ci de la température, idéale dans les pièces, oui. pour d'autres raisons aussi. Alors nous avons, 80 19 degrés et 12 21 degrés et 8 2 degrés. Alors, effectivement, et ben, vous avez, voilà, pour la majorité, choisi la température idéale.
Recommandées, donc en fait, la température au sein de son logement, les températures recommandées peuvent varier d'une pièce à l'autre, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes activités selon les pièces. Et donc il est recommandé dans les pièces de vie, voilà, des températures autour de 19 degrés et des températures un peu plus fraîches, un peu plus basses, on va dire, dans les chambres, donc 16-17 degrés par exemple. Où voilà, il n'est pas forcément nécessaire de surchauffer les pièces. Le fait de surchauffer, d'élever les températures, ça va avoir un impact sur l'émanation des polluants chimiques, sur le développement, des d'autres allergènes, biologiques, par exemple. Hem, donc voilà, les températures, dans l'idéal, ne devraient pas dépasser 20 degrés en période de chauffage dans nos logements. Mais justement, nous avons une question, Laure. Oui. Sylvie demande s'il est utile de mettre un humidificateur dans la chambre d'un enfant. Alors sur la question de l'humidité, justement, c'est la slide, juste après. Donc je vais voilà, vous laisser, je retiens cette question et j'y reviens juste après. Hem, le paramètre humidité joue aussi sur, voilà, ce sentiment d'être bien au sein d'un logement, ou non. Il existe ce qu'on appelle une zone de confort en termes de pourcentage d'humidité à justement, hem, s'assurer, voilà, vérifier, au sein d'un logement. L'humidité peut provenir, de différentes sources, à la fois de l'extérieur, donc voilà, ça peut être des remontées, par capillarité, donc provenant du sol. Ça peut être, la respiration humaine, donc voilà, au sein du logement directement. Ça peut être lié aussi aux intempéries, donc la pluie, la neige, donc provenant de l'extérieur. Les activités, voilà, de cuisine, de vaisselle peuvent émettre aussi de la vapeur d'eau. Dans la salle de bain, les douches, le bain aussi, voilà, peuvent émettre aussi, de l'humidité. Il y a un équilibre qui se fait normalement entre, l'intérieur et l'extérieur avec ce qu'on appelle, les dispositifs de ventilation, qui permettent justement d'évacuer cette humidité, mais de la conserver aussi dans son logement. Alors, quel est selon vous, heu, le taux d'humidité idéal, dans un logement? Donc il y a une belle faute, je m'en excuse. Hem il existe une zone, on va dire, de confort, une fenêtre, un taux d'humidité, voilà, idéal au sein de son logement. D'après vous, quel est ce taux? Vous pouvez répondre également sur le sondage, hein. Vous avez 3 propositions et selon vous Oui, 40, 50 ou 40%. 60? Voilà, tout à fait. Hop. Et j'ai une question également, Laure. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait différentes températures ou de différentes températures étaient conseillées en fonction des pièces. Mais effectivement, Charlotte a posé la question et je me dis, bah oui, moi aussi, j'ai la même question. Comment on fait si on ne peut pas gérer la température, si on ne peut pas varier la température d'une pièce à l'autre? Hem, alors effectivement, Il y a des solutions. le, on dit souvent: «On n'a pas envie de chauffer la rue», donc on va éviter d'ouvrir les fenêtres, pour éviter justement ces déperditions d'énergie et puis voilà, de consommer un peu trop. Hem, il faut savoir que ça reste important justement d'aérer quand même pour évacuer l'humidité parce que un logement qui n'est pas suffisamment aéré, dans lequel on retrouvera un taux d'humidité trop important, vous allez chauffer beaucoup plus. Hem, donc le fait, vous allez consommer même beaucoup plus de chauffage en voulant chauffer un logement qui ne sera pas aéré, qui sera pas, pour lequel l'humidité ne sera pas suffisamment évacuée. Donc le fait d'aérer, hem, un temps, voilà, recommandé 10 minutes, au minimum dans un logement n'est c'est pas cette durée-là qui va vraiment, faire, rafraîchir les murs au point de, dépenser trop d'énergie.
Je t'annonce les résultats du sondage. Mmh. Donc, quel est le taux idéal d'humidité dans un logement? Nous avons 64% qui répond 40%, 24% qui répond 50% et 12% qui répond 60%. Quel est le bon taux? Alors, la question était un petit peu, Piège? hem, piège, merci. Heu, le 40-50-60 se situe dans ce qu'on appelle une zone optimum, une zone de confort. Donc là, on le voit sur ce schéma. En dehors de cette zone, en fait, que ce soit en dessous de 40 ou en dessous de 60 au-dessus de 60 pardon, c'est propice au développement. On le voit, hein, des bactéries, des virus, des moisissures quand c'est au-delà de 60, des mythes également quand c'est au-delà de 60 et on le voit aussi sur, l'incidence sur, l'augmentation des problématiques respiratoires qui vont beaucoup plus se développer, beaucoup plus être, beaucoup plus, voilà, être marquées quand le taux d'humidité de nos logements sont en dehors de cette zone, donc en dessous de 40 ou au-dessus de 60. Donc il y a vraiment une zone optimale, que l'on peut, respecter justement, que l'on peut essayer d'atteindre, de vérifier, au moyen par exemple d'un thermohygromètre, un appareil ou une station météo, voilà, on en trouve beaucoup qui nous permettent de contrôler soi-même l'humidité. Donc pour répondre à la question sur, est-il nécessaire de mettre un humidificateur dans la chambre d'un enfant? Pour Sylvie Chanel, je dirais qu'il vaut mieux vérifier, avant quel est le taux d'humidité dans la chambre avant d'ajouter un humidificateur. Si effectivement le taux a tendance à être en dessous de 40, l'air est très sec, enfin l'air est sec et ça voilà provoquer une toux, une gêne respiratoire, une irritation. Donc à partir de là, c'est intéressant d'ajouter un humidificateur. Mais il vaut mieux contrôler plutôt que d'ajouter en pensant que, voilà, c'est le taux d'humidité qui, heu, qui est à corriger. Il vaut mieux pouvoir vérifier, avoir la main, en fait, là-dessus. Alors, sur, un autre, élément de notre logement, sur lesquels on a la main et qui va permettre justement de diluer cette pollution, de l'évacuer aussi de notre logement, c'est tout ce qui est lié à l'aération et au système de ventilation. Hem, donc il faut savoir que l'aération et la ventilation sont 2 choses bien distinctes, mais qui sont complémentaires. L'aération, j'ouvre mes fenêtres, voilà, 5-10 minutes. La ventilation, c'est un système qui est mécanisé ou pas, suivant l'âge de la maison, du logement et qui va permettre justement de faire rentrer, de l'air, de l'extérieur qui va et pour remplacer l'air vicié de nos logements. Hem, voilà, donc c'est vraiment moi j'aime dire que la ventilation, c'est le poumon de notre maison, c'est ce qui lui permet de respirer et c'est ce qui lui permet d'assurer que nos logements sont limités en polluants. Donc il y a, il me semble, une question Un autre, aussi. oui, un autre sondage qui est d'une manière générale, aérez-vous votre logement plusieurs fois par jour, tous les jours, de façon régulière ou rarement? Bon, je vois que vous avez déjà commencé à répondre à ce sondage, à cette question. Bon. Pour l'instant, personne n'aère de façon occasionnelle. Ah, c'est quand même assez partagé, oui. Bon, il faut dire que les propositions sont très proches l'une de l'autre. Mmh, Alors, nous avons 39% tous les jours, 30% de façon régulière, 26% plusieurs fois par jour et 4% rarement. d'accord. Alors, bon, on voit se dessiner sur ce schéma qui vous est présenté en dessous de la question, hem,
voilà les gestes à adopter qui permettent, voilà, qui sont, on va dire, vertueux au niveau du logement, qui permettent de prendre soin de son logement. Hem, donc il y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, mais l'idéal, effectivement, plusieurs fois par jour, ça fait partie des recommandations. Et donc dans le il y a une question de durée et de fréquence, d'aération. Donc, sur la durée, on est, voilà 5-10 minutes, au minimum, hem, voire même 15 minutes si on peut le faire. L'idéal, c'est de pouvoir aussi le faire 2 fois par jour. Souvent, en visite auprès des patients, on conseille que, l'aération, notamment toutes les pièces du logement sont recommandées, voilà, dans l'aération. La chambre est une pièce, voilà, importante également, et le fait d'aérer le matin au réveil pour évacuer l'humidité, voilà, le CO2 qu'on a pu, libérer dans la nuit, c'est intéressant, et de le faire aussi le soir avant de se coucher. Pour justement, s'assurer, que l'on s'endort dans un air, enfin voilà, dans une pièce qui a été, aérée, pour laquelle l'air a été renouvelé, pour justement préparer le sommeil aussi. Ce qui est important aussi, c'est l'entretien régulier de ces dispositifs de ventilation. Donc soit c'est un nettoyage, enfin soit c'est, le fait de nettoyer les grilles de ventilation, tous les 3 mois, voilà, selon la poussière aussi qui peut s'accumuler, hein, ça peut être plus, mais à minima tous les 3 mois. Faire vérifier aussi les dispositifs mécaniques par un spécialiste pour s'assurer, voilà, qu'il y a pas de panne. Si on n'entend pas son dispositif de ventilation, souvent c'est pas parce que, enfin voilà, on n'y prête pas attention, donc c'est pas quelque chose qu'on va vérifier tous les jours, et parfois il peut tomber en panne sans qu'on l'entende. Et si, on s'en aperçoit pas tout de suite, bah, on peut s'en apercevoir parce que des moisissures apparaissent. Donc, là, c'est que voilà, le dispositif est tombé en panne, il y a quelque temps, et voilà, donc de faire un entretien régulier, c'est intéressant, d'autant plus quand on a un dispositif de VMC double flux, avec justement des filtres qui permettent, voilà, des filtres d'insufflation et d'extraction, pour éviter que ce soit de l'air vicié qui soit réinsufflé dans les logements. Et pour s'assurer que son système de ventilation, fonctionne, si c'est mécanique, donc avec un moteur, on peut utiliser le test, voilà, de la feuille de papier qu'on pose sur, la bouche de ventilation. Si le papier tient tout seul, c'est qu'il y a une aspiration. Donc ça, c'est vraiment que pour des systèmes mécanisés, avec un moteur qui permet justement de renouveler l'air. Alors, je crois que là, nous avons aussi un sondage. Oui. Alors, sondage suivant. Alors, parmi ces grosses et petites bêtes, lesquelles présentent des allergènes? Donc, nous avons le chat, la punaise de lit, la blatte et l'acarien. Bon. Personne ne dit la blatte. Je ne sais pas si c'est le nom qui fait peur, mais alors, nous avons 79% répondent l'acarien, 17% le chat, 4% la punaise de lit et 4% la blatte. Rien que le nom, moi, ça me fait peur. Alors effectivement, l'acarien, voilà, c'est peut-être l'allergène, d'intérieur, je dirais, qui est le plus connu, en tout cas pour les personnes qui sont concernées, voilà, ça peut être une vraie problématique, et l'acarien, on va le retrouver partout, dans toutes les maisons, voilà, on il faut adapter la colocation parce que c'est pas quelque chose qu'on peut supprimer de son logement. On peut, voilà, limiter leur présence, mais on peut pas le supprimer complètement.
Alors si on s'attarde un petit peu pour faire leur présentation, donc les allergènes, voilà, le chat ou globalement les allergènes d'animaux donc qui voilà, les personnes allergiques, aux animaux le savent bien, mais l'allergène n'est pas, est présent dans leur salive et au niveau de la peau, et donc voilà, on souvent on utilise un peu un abus de langage en disant: «On est allergique, aux poils d'animaux». Alors on n'est pas allergique au poil en lui-même, on est allergique à une protéine qui va se déposer sur, qui est véhiculée justement par la peau ou par la salive et quand l'animal fait sa toilette, voilà, il dépose cet allergène sur lui. Et sachant qu'après le poil peut se détacher très facilement, on va en retrouver partout dans le logement. Hem, voilà, donc en termes de conseils, effectivement, de limiter l'accès à certaines pièces, aux animaux, notamment les chambres pour les personnes allergiques, pour préserver en tout cas cette pièce, préserver la chambre, de cet allergène, du fait du temps que l'on peut passer, voilà, dans une chambre. Pour ce qui est de la question des blattes, alors la blatte peut, provoquer des allergies. Hem, c'est rare, mais voilà, c'est présent. On va les retrouver dans des milieux humides, chauds, sombres. Donc c'est un insecte qui est lucifuge, qui fuit la lumière. Donc on peut les trouver, voilà, quand, on en a dans des logements, le soir ou la nuit, voilà, si on rallume un peu la lumière, on peut les voir à ce moment-là, mais elles vont vite se cacher. Et on va les retrouver là où il y a de la nourriture accessible. Donc, de pouvoir justement, stocker la nourriture de manière, fermée et inaccessible, ça fait partie des conseils. Hem, ensuite concernant les acariens, donc voilà, l'allergène, que ce soit l'acarien vivant ou un acarien mort, peut provoquer une allergie. On va les retrouver dans tout ce qui est poussière, on dit ça, une poussière de la maison, mais essentiellement de la literie, les tapis, les moquettes, les rideaux, tout ce qui est support tissu, dans lesquels ils vont trouver de quoi, vivre, donc de quoi se nourrir et avec une température et une humidité, idéales pour leur développement et les punaises de lit, donc les punaises de lit ne sont pas, allergisantes. Alors certaines personnes peuvent faire une réaction allergique, si vraiment elles ont beaucoup, beaucoup de piqûres, mais voilà, ça peut être une réaction cutanée. Et donc c'est considéré comme un parasite, hem, c'est vraiment tout petit, hein, c'est de la taille d'un pépin de pomme et ça se nourrit donc la nuit, de sang, humain principalement, donc on va vraiment les retrouver au niveau de la literie. C'est pas un signe de manque de propreté, hein, voilà, c'est souvent des transferts, voilà, on peut les retrouver, dans des hôtels ou, dans des hébergements, voilà, collectifs où on part en vacances et le risque, c'est de ramener ça, de les ramener via ces bagages, en fait, chez soi. Donc souvent, quand on rentre chez soi, un petit conseil, évitez de mettre vos valises ou vos sacs de voyage directement sur votre lit, pour éviter justement qu'elles migrent, qu'elles se mettent, voilà, au contact, de vos bagages et puis le risque, c'est de les ramener après comme ça, chez soi et donc ce qui est important, c'est de pouvoir les repérer pour éviter une hyperinfestation. Donc voilà, diagnostic de présence, alors dans le cas d'allergènes, d'une allergie vraiment donc, aux acariens, voilà, il existe des tests, voilà, que les conseillers en environnement intérieur peuvent utiliser pour, repérer, la diagnostiquer, évaluer la contamination, par les acariens, dans le logement et en fonction du résultat, voilà, de donner les recommandations. Idem pour le chat, pareil pour les blattes aussi, il existe des tests qui permettent de des des capteurs, enfin je trouve plus le mot, des pièges, voilà, pour les repérer. Étant donné que c'est un insecte qui sort essentiellement la nuit, voilà, il existe des pièges pour pouvoir les repérer, les mettre en évidence et traiter, derrière. L'aération est un geste qui va vraiment permettre, d'agir sur, de limiter le développement de ces allergènes, de ces insectes-là, pour, voilà, en termes de limiter la hausse des températures et limiter l'humidité et puis l'entretien régulier, donc par aspiration, par lavage des tissus,
voilà pour éliminer l'allergène qui va se déposer un peu partout selon le type, d'allergène. D'autres polluants, biologiques donc que sont les moisissures. Donc là, point de vigilance selon les pièces. Donc on peut les retrouver essentiellement dans les pièces d'eau, mais également sur, un point de vigilance aussi, si l'on a beaucoup de plantes chez soi. Les plantes donc sont source d'humidité, mais aussi via la terre sont source de moisissures. Donc on va les retrouver au niveau de la terre, au niveau des pots, si c'est des pots en terre cuite. Voilà donc à vérifier et suivant les pièces effectivement, cuisine, salle de bain, ce sont des pièces où voilà, on émet beaucoup de il y a beaucoup de sources d'humidité donc à surveiller. Normalement dans ces pièces d'eau, les dispositifs de ventilation sont présents et justement ont ce rôle d'évacuer l'humidité. Après l'humidité peut aussi se développer, si, voilà, il y a un défaut d'isolation, si, il y a eu des infiltrations, des problèmes de fuite, voilà, des fuites d'eau qui sont repérées, que lorsque les moisissures apparaissent, bah, c'est que la fuite est là, depuis un petit moment. Donc de pouvoir les repérer et réparer, si besoin. D'autres polluants qui proviennent là essentiellement, de l'extérieur, donc les pollens. Hem, il existe sur le site, du RNSA, donc le réseau national de surveillance aérobiologique, qui permet justement aux personnes qui sont allergiques au pollen d'avoir des alertes suivant les pics les pics polliniques, des pollens les concernant, pour les personnes donc sensibilisées. Hem et d'adapter justement son comportement, ses habitudes, donc par exemple d'éviter de faire sécher du linge en extérieur au moment où les pics, voilà de pollin les pics de pollen, seraient les plus élevés. Hem, Quand on part se promener en extérieur, voilà d'avoir, ce réflexe de se rincer les cheveux avant de se coucher pour éviter de déposer des pollens, au niveau de la literie et de les respirer toute la nuit. Voilà, idem, au niveau des vêtements, de les changer quand on revient d'une promenade en extérieur. D'autres types de polluants, donc les polluants, physiques, hem, donc là, c'est par exemple le radon, donc qui est un gaz radioactif d'origine naturelle que l'on va retrouver dans des secteurs où justement le sol, peut émettre ce type de gaz. C'est notamment des sols granitiques et volcaniques, donc il y a certaines régions, voilà, au niveau du Morvan ou de la Saône-et-Loire, par exemple, des zones qui peuvent être exposées et également la Franche-Comté. Donc là, je parle effectivement Oui, de Belfort, oui. Bourgogne-Franche-Comté, Mmh. mais également tout ce qui est Massif central. Hem, c'est un gaz qui va se retrouver dans nos logements. Hem, alors je ne sais pas si vous voyez toujours mon diapo? Hop. Qui peut justement donc qui est émis par le sol, donc qui va rentrer dans nos logements par les sous-sols, par les vides sanitaires, par les caves, par des fissures qu'il pourrait y avoir au niveau du bâtiment, par des matériaux poreux, par des fenêtres également, et donc là, l'important, c'est de pouvoir évacuer ce gaz-là pour éviter qu'il se retrouve piégé dans nos logements, de rendre, vraiment étanches nos enfin d'éviter justement que ce soit trop étanche, de faciliter le système enfin la ventilation. Voilà pour faciliter l'évacuation de ce gaz qui, quand il se retrouve en extérieur, n'a pas de risque, n'a pas d'impact pour la santé. C'est vraiment quand il est concentré, au sein du logement. Voilà, donc l'importance de ventiler, les vides sanitaires, les caves, les sous-sols et de respecter, le bon fonctionnement des systèmes de ventilation, hem, voilà, pour éviter qu'ils ne se retrouvent piégés dans nos logements.
Alors ensuite, tout ce qui est aussi, les champs électromagnétiques, dont notamment les radiofréquences. Il faut savoir que tout appareil, électrique va émettre, un champ électromagnétique, qui peuvent, voilà, donc là, les radiofréquences, par exemple, vont être émises par tout ce qui est appareil de télécommunication, donc téléphonie, ordinateur, les bornes Wi-Fi. Voilà, certaines études mettent en évidence, en tout cas, différentes préoccupations, qu'elles soient au niveau de la santé, au niveau, de l'environnement. Donc là, quelques recommandations aussi, par principe de précaution, vis-à-vis notamment de la téléphonie, donc de privilégier, l'usage d'un kit main libre pour éviter, le contact avec le téléphone et le risque, justement qu'il y ait un échauffement, des tissus, voilà, des cellules, au niveau de notre organisme. Donc le kit main libre fait partie des recommandations, d'éviter des conversations, trop longues pour, limiter son exposition aussi. De limiter au maximum l'exposition des enfants aussi, à la enfin au téléphone sans fil. D'éviter de téléphoner lors des déplacements, à grande vitesse par exemple, que ce soit, dans les trains. Le risque, c'est que le téléphone cherche en permanence les différents bornes relais, qu'il y a sur le trajet, et donc va émettre beaucoup plus, va émettre à pleine puissance, et le risque, voilà, c'est qu'il y ait un peu plus d'exposition. Heu, de privilégier des zones, voilà, de bonne réception, de privilégier des messages, pour communiquer, pour limiter, voilà, le contact direct avec le téléphone. Pour tout ce qui concerne aussi les polluants, chimiques, donc on l'a vu avec la question justement de la pollution, de l'air intérieur qui est davantage pollué, donc avec la slide justement sur les différents, polluants chimiques et notamment les composés organiques volatiles. Hem, il n'empêche que le premier polluant de l'air intérieur reste le tabac, malgré, voilà, les l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et cette prise de conscience, hem, voilà, autour des dangers du tabac, notamment en intérieur. Ça reste quand même le premier polluant de l'air intérieur, donc les conseils qu'on connaît tous, voilà, c'est privilégier de fumer à l'extérieur, en dehors de la présence des enfants. Sur la question de la cigarette électronique, hem, n on a peu de recul sur l'impact des substances qui sont, utilisées, via les cigarettes, électroniques. Donc par principe de précaution, le conseil reste le même que pour le tabac, c'est de privilégier l'usage des cigarettes électroniques en extérieur, principalement, pour éviter justement qu'il y ait de l'émanation, de ces substances en intérieur. Alors là, je crois que c'est une question aussi dans le sondage, donc à laquelle vous avez commencé à répondre. Donc pour dépolluer, mon intérieur, que puis-je utiliser? Donc vous avez différentes propositions, des plantes dépolluantes, des huiles essentielles, du papier d'Arménie, les purificateurs d'air ou les peintures, dites dépolluantes. C'est ça. Bon. Alors, une majorité d'entre vous a répondu à 46%, les purificateurs d'air, suivi des plantes dépolluantes, du papier d'Arménie, des peintures dépolluantes et des huiles essentielles. Donc pour 46%, les purificateurs d'air et 35% les plantes dépolluantes. D'accord. Alors, effectivement, hein, la qualité de l'air intérieur étant, un enjeu,
On voit aussi fleurir sur le marché, de plus en plus de produits, ayant pour vocation de dépolluer nos logements ou voilà dégrader de détruire les polluants chimiques qu'on pourrait, avoir dans nos logements. Hem, Ce qui est important à retenir, c'est que, le plus important, ça reste l'aération pour agir justement sur, diluer cette pollution et d'agir à la source, donc en limitant les polluants, les sources de pollution. Sur, la question des produits dits, purifiants, donc les par exemple, anti-allergènes, les anti-acariens, antibactériens, que ce soit en diffuseur, en aérosol, hem, sont pas forcément conseillés. Le risque, c'est que, ils émettent aussi des substances, chimiques, dont les composés organiques, volatiles. Je pense par exemple aux diffuseurs d'huile essentielle, les sprays dhyassainissants ou les sprays purifiants, voilà, sont pas forcément, recommandés. Pour ce qui est des purificateurs d'air, voilà, retenez que c'est moins efficace qu'une bonne ouverture de fenêtre. Voilà, le risque avec ce type d'appareil, c'est qu'ils peuvent émettre éventuellement des nanoparticules, voilà, qui vont, faire partie agrandir la liste, des polluants de l'air intérieur, en dégradant aussi, les différents polluants chimiques présents comme les composés organiques volatiles, ben, quels vont être les produits de cette dégradation, comment ils vont être, gérés, on va dire, par l'organisme, mais ça, on n'a pas forcément la réponse. Hem, les purificateurs d'air peuvent avoir un intérêt dans des espaces ne pouvant être aérés, donc c'est-à-dire n'ayant pas de fenêtres, voilà. Alors, logiquement, une ventilation, devrait être installée dans ce type d'espace. Hem mais voilà, ça reste anecdotique, hem et certains appareils peuvent avoir un intérêt plus, pédagogique, justement en affichant un message lorsque, le taux de pollution est trop élevé dans la pièce, bon, bah, voilà, le message d'aérer à ce moment-là peut être intéressant, peut nous donner, ce réflexe et nous faire penser justement à aérer la pièce. Mais juste, voilà, l'aération, et les dispositifs de ventilation sont les seuls, dispositifs, voilà, mécaniques, on va dire, efficaces et intéressants. Sur la question, voilà, des huiles essentielles, donc toujours à utiliser, hors présence des enfants, des femmes enceintes et des personnes sensibles, donc par exemple, personnes âgées ou personnes, asthmatiques, allergiques. Hem, il est recommandé d'aérer, après leur diffusion, voilà, pour éviter que leur concentration et donc on peut se poser la question, effectivement de leur utilisation si derrière il faut aérer. Voilà, toujours se faire conseiller par un professionnel, donc que ce soit un pharmacien ou un aromathérapeute, parce que les huiles essentielles sont des produits ayant des propriétés bien particulières. Voilà, donc c'est vraiment, ce n'est pas un produit anodin, donc vraiment, voilà, à utiliser avec précaution, si vraiment on doit les utiliser et proscrire tout ce qui est spray assainissant à base d'huile essentielle qui va au contraire, polluer davantage notre logement plutôt que l'assainir si c'est ce qu'on recherche. Sur la question des plantes dépolluantes, donc retenez que c'est un argument de vente plus qu'autre chose. Hem alors elles ont des propriétés, voilà, décoratives, déstressantes, apaisantes. Le rapport à la nature aussi peut être important et voilà, mis en valeur, mais n'achetez pas des plantes en vous disant: «Elles vont dépolluer ma maison, je n'ai pas besoin d'aérer, j'ai ce qu'il faut, en verdure, chez moi». C'est voilà, c'est pas, ce serait contre-productif, et surtout certaines peuvent provoquer des réactions, allergisantes, notamment le ficus et le yucca, entre autres. Donc, voilà, ne remplacez pas l'aération par une plante dite, dépolluante. Alors, autre question du coup, au niveau du sondage, donc, Oui, dernier sondage. dernier sondage.
selon vous, sur les 100 000 substances chimiques autorisées sur le marché européen depuis les années 1920, on connaît les effets sanitaires pour combien d'entre elles? Donc vous avez 48%, 19%, 8% ou 3%. Bon. Donc les pourcentages ne bougent plus, donc je pense que c'est bon. Alors, il y a égalité. Égalité, il y a égalité entre 19% et 8%. D'accord, Ensuite, 48% et en dernier, 3%. OK. Donc les avis Hem, sont partagés. les avis sont partagés. Alors Ouais. je vais donner raison aux 2 personnes qui ont, Eh oui. choisi 3%. Hem, pour les autres, gardez votre optimisme, mais voilà, c'est effectivement 3% seulement, pour lesquels on connaît, l'effet sanitaire. Donc c'est seulement 3 000 substances sur les 100 000 autorisées sur le marché européen. Hem, d'où l'importance d'appliquer ce qu'on appelle en santé environnementale, le principe de précaution justement, à savoir que le moins c'est le mieux. Voilà, on sait identifier, les, mmh, les sources de polluants chimiques notamment que l'on retrouve à l'intérieur de nos logements. Donc même si on n'a pas, voilà, il est pas forcément nécessaire d'attendre d'avoir les autorisations, de mise sur le marché de toutes ces substances chimiques, autant, les limiter directement chez soi, éviter de les cumuler et de les ajouter. Donc, on va les retrouver au niveau des produits d'entretien, au niveau des produits ménagers. Donc dans les recommandations que l'on peut donner, voilà, c'est de limiter le nombre de produits utilisés. Pas forcément besoin de démultiplier pour chaque nettoyage, les produits. Souvent, un seul produit multi-usage peut faire l'affaire. Hem, de limiter les quantités utilisées aussi. Souvent, on a envie que ça mousse pour que ça nettoie, mais c'est pas forcément, utile. D'éviter les produits d'entretien parfumés. Voilà, le propre, n'est pas censé avoir d'odeur et dans voilà, la conscience, enfin les habitudes collectives, on aurait tendance à se dire qu'un lieu qui sent bon, un lieu qui voilà, qui vient d'être nettoyé, qui est propre, bah, du coup sent bon, mais pas nécessairement. Si c'est propre, on a enlevé justement les mauvaises odeurs et on a enlevé ce qui est source de saleté, donc logiquement, il n'y a plus d'odeur. Donc en fait, le fait d'utiliser des produits d'entretien parfumés, on va rajouter ou masquer, les odeurs, déjà présentes, donc c'est pas utile d'utiliser des produits d'entretien, parfumés. De toujours aérer pendant l'entretien de son logement, ne serait-ce que, voilà, quand on passe l'aspirateur, on brasse de la poussière, donc d'aérer, pendant qu'on passe l'aspirateur pour que les polluants, la poussière soit balayée, aussi comme ça. Et puis pour évacuer aussi, les substances, chimiques. D'éviter les lingettes et de privilégier les microfibres qui nettoient tout aussi bien. Et puis de s'orienter vers des produits dits naturels, des produits bruts, voilà, plus neutres, du vinaigre, du savon noir, du bicarbonate, qui ne sont pas forcément des produits sans risque non plus, hein. Il y a voilà, ils peuvent être, si leur vocation est à nettoyer et dégrader les saletés, ben, ils ont une action agressive quand même, donc peuvent avoir aussi une action agressive sur nous. Donc voilà, toujours veiller à respecter les précautions, d'usage, mais ça reste des produits beaucoup plus sains car, pas forcément, parfumés, pas forcément, hem, avec, voilà, une liste d'ingrédients, en substances, très longue, donc voilà, ils sont efficaces, mais voilà, à respecter aussi les précautions d'usage.
Oui, parce que le vinaigre blanc est en vogue, donc on a l'impression que, bon, comme c'est naturel, on peut y aller, mais il faut pas oublier que c'est un produit qui est irritant. Tout à fait. Mmh. Et puis voilà, d'essayer de pister sur l'étiquette des produits, des labels, voilà, des logos, des labels intéressants comme, les 2 que vous avez là, sur le diapo. Est-ce que dans l'habitacle de nos véhicules, c'est encore pire? Alors effectivement, on peut se poser la question, j'ai pas de chiffres, à donner là-dessus, mais ça reste un espace fermé. Suivant si voilà, on les pratiques, si on utilise des parfums d'ambiance, à Eh l'intérieur, oui, le fameux heu, sapin, le fameux sapin, le fameux sapin qui pendouille là c'est du ça. rétroviseur Ou les diffuseurs de ou du substances diffuseur. chimiques qu'on met au niveau de la ventilation pour Oui, que, voilà, ça se diffuse bien partout dans l'habitacle. ouais. C'est un espace fermé, c'est un espace qui est petit, donc effectivement, c'est l'usage aussi, du tabac, l'usage d'une cigarette électronique Mmh, au sein d'un véhicule, est source de pollution. mmh. Voilà, les tissus, du véhicule, si le véhicule est neuf, ben, voilà, il peut y avoir des substances aussi, des traitements utilisés à la fabrication. Donc ça reste aussi un environnement intérieur dans lequel on passe du temps. Mmh. Alors sur toujours les produits ménagers, donc une alternative, voilà, peut être aussi de les fabriquer soi-même, tout en respectant, voilà, les précautions, d'emploi. On trouve, voilà, beaucoup de recettes intéressantes. On fait des économies aussi, les voilà, on sait ce qu'on met chez soi, donc c'est toujours intéressant de maîtriser aussi, cette approche-là, cette démarche. Limiter au maximum l'utilisation de l'eau de javel qui reste un produit très irritant. Ne surtout pas le mélanger à d'autres produits parce qu'il peut se produire une réaction chimique, avec, voilà, dégagement de gaz, chlorés que l'on peut inhaler et vraiment irriter les poumons et il n'est pas nécessaire de désinfecter nos logements. Sur les d'autres sources de polluants chimiques, donc les produits de bricolage, peuvent en faire partie. Donc en période de travaux, toujours bien aéré. Attendre au minimum 8 jours avant de réintégrer une pièce dans laquelle il y aurait eu des travaux. Pour une chambre de bébé, on va préconiser, 6 semaines à 3 mois d'aération, importante avant d'envisager d'y faire séjourner l'enfant. Pour éviter justement qu'ils soient exposés. On l'a vu tout au début, hein, c'est une partie de la population qui est très, très fragile, très sensible à son environnement, très vulnérable à son environnement et donc si on peut anticiper, voilà, dans la mesure du possible, les travaux, dans une chambre d'enfant, dans une chambre de bébé, c'est toujours intéressant. Privilégier aussi des étiquetages environnementaux. Il existe, voilà, des je dirais pas des labels, mais un étiquetage spécifique sur les différents produits de bricolage avec, un système de lettres, donc privilégier du A+. Calfeutrer les espaces de travaux pour éviter, voilà, s'il y a de la poussière, que ça ne communique, que ça se communique aux autres pièces et puis, voilà, toujours se protéger, porter un masque, des lunettes, des gants, suivant les travaux que l'on est amené à faire, dans la pièce. Et puis nos sources de pollution chimique, c'est l'ameublement. Voilà, donc au moins, selon l'ANSES, au moins 660, 661 substances ont été recensées et sont considérées comme potentiellement émises par nos produits d'ameublement commercialisés en France. Alors se méfier des meubles neufs, effectivement, un meuble neuf va émettre des polluants chimiques, que ce soit lié au colle, à l'intérieur pour, agglomérer les bois, que ce soit les peintures, les vernis utilisés. Donc voilà, privilégier les meubles d'occasion sont intéressants, à plusieurs niveaux, hein, en termes d'impact environnemental, en termes de santé, en termes d'économie aussi. Un meuble d'occasion sera toujours moins cher qu'un meuble neuf. Hem, Privilégier des matériaux, voilà, on va dire inertes, ou quasiment inertes, du verre, du métal. Du bois massif. Alors attention, si vous retapez un meuble, si on rénove un meuble, bah, du coup, on va rajouter une pollution chimique dessus. Si on le ponce, si on utilise un vernis, une peinture, là, il va émettre des polluants chimiques.
Donc toujours respecter, voilà l'aération au moment, de la rénovation, mais aussi au moment de la mise en place, la disposition dans la pièce dédiée. Voilà, donc laisser décanter avant installation dans la pièce concernée. Et si on est amené, voilà, à acheter du mobilier neuf, ben, toujours aérer au maximum, la pièce et éventuellement, voilà, stocker un meuble, 15 jours dans une pièce qui peut être bien, bien ventilée avant de l'installer dans la pièce, en question. Voilà pour la liste des différents polluants et sources de pollution qu'on peut retrouver, chez soi. Si vous aviez, voilà un une action ou un geste, à retenir, hein, l'idée n'est pas forcément de tout changer chez soi et de tout révolutionner, de vider tous ces placards tout de suite, voilà, ça se fait aussi progressivement. Donc quelle serait, voilà, on peut vous laisser, donner quelques éléments dans le chat sur, vous, une action, un geste que vous envisagiez de mettre en place, mais voilà, vous ne saviez pas forcément, par quel bout vous y prendre, ou quelque chose que vous avez déjà, mis en place et que voilà, que vous souhaitez diffuser ou au contraire quelque chose que vous envisagez de mettre en place? Alors, Alors, supprimer les oui. lingettes, si pratique, effectivement. Ah oui, ah oui. Les lingettes ont, voilà, aussi un impact environnemental, important, hein, même si, quand on les achète sur l'emballage, ça peut être marqué biodégradable, c'est biodégradable dans certaines conditions de laboratoire, donc pas forcément, dans le milieu domestique et puis les substances chimiques qui peuvent y avoir, à l'intérieur sont pas forcément biodégradables, donc l'impact Mmh. environnemental, il est aussi important. Aérer 2 fois par jour. Aérer, ouais, c'est Mmh. très important, aérer. C'est ça, Laure, on peut se faire plaisir et allumer une petite bougie, le soir, en prenant une petite tisane ou autre chose et ensuite aérer, c'est possible. On n'est pas obligé de tout enlever. Alors l'idée effectivement, c'est pas forcément de tout supprimer, voilà, du jour au lendemain, mais en tout cas d'avoir conscience que si on veut utiliser une bougie, on peut utiliser une bougie qui n'est pas parfumée, une bougie à Mmh, la cire d'abeille par exemple. Et il y a ce côté visuel aussi qui est intéressant, hein, c'est important de se mmh, sentir bien aussi chez soi. mmh, Voilà, mais l'usage, heu, des bougies avec, voilà, une multitude de substances chimiques à l'intérieur, on ne sait pas trop la provenance non plus. Voilà, c'est important d'avoir conscience mmh. que, même si ça nous fait du bien moralement, sur le plan de l'air que l'on respire, il peut y avoir un impact. Mais l'aération restera toujours le geste principal à C'est retenir, ça. heu, qui permet facilement de limiter la pollution intérieure. Oui, puis il y a de plus en plus, il y a des solutions, pour justement, pouvoir se faire plaisir à la maison et que sans mettre, en danger notre santé. Mmh. Comme tu disais, avec des bougies, en cire d'abeille, ou autre. Alors le nettoyant vapeur effectivement, Mmh, c'est l'idéal. mmh, Ne serait-ce que pour, voilà, limiter les substances chimiques, ça c'est évident, ça nettoie très bien, hein, c'est très, très efficace. Bien veiller à aérer quand vous l'utilisez pour éviter qu'il y ait un surplus d'humidité, hem, qui reste dans le logement, hein. alors, on nous demande si nous avons une recette de lessive maison.
alors, oui, on en a, j'ai pas en tête, je Mmh. j'avoue que là, j'ai pas en tête, mais on a ça, on pourra, voilà, communiquer Oui, effectivement, à la personne, qui souhaite avoir des recettes, oui, envoyez-nous un petit mail et puis on vous enverra la recette, si vous le souhaitez. Pareil, moi je la fais, mais là, j'ai pas en tête les quantités non plus. Alors, on nous demande si nous allons faire une conférence sur les perturbateurs endocriniens. C'est possible aussi, Dominique. C'est possible. c'est un sujet effectivement qu'on on développe de plus en plus, Oui. Mmh. hem, parce que voilà, ça fait les perturbateurs endocriniens sont des polluants parmi d'autres, voilà hem qui on les appelle de cette façon parce qu'ils vont avoir c'est la manière dont ils agissent sur notre organisme. Ils vont perturber notre système endocrinien, hem et effectivement, voilà, on les retrouve dans l'air intérieur. Ils font partie des polluants de l'air intérieur. C'est une classe, on va Mmh. dire, Mmh. de polluants de l'air intérieur. Alors après je reviens juste sur la question des, du nettoyeur vapeur. Pour les personnes allergiques aux acariens, ou qui souhaitent, même toute personne qui souhaite entretenir des tissus à base, enfin avec, un nettoyeur vapeur, faites attention parce que le risque, c'est qu'il y ait des résidus d'humidité qui se Mmh. mettent dans les tissus. Je fais du lien avec une question qui est passée et justement le risque que l'humidité reste dans les tissus et que des moisissures se développent. Marie-Agnès, avant de nous quitter, je vous ai mis dans le chat, le questionnaire de satisfaction, bon, pour Marie-Agnès qui va nous quitter, mais pour tout le monde. Si vous pouviez, alors je l'ai mis un peu plus haut dans la conversation, si besoin, je le remets. Et si vous preniez quelques petites minutes pour répondre au questionnaire dans le cadre de notre démarche qualité, si vous répondez à ce questionnaire, ça va beaucoup nous aider justement à améliorer nos actions et à pouvoir préparer et vous proposer des actions qui vous intéressent. Donc, si vous voulez bien, prenez quelques minutes pour répondre au questionnaire. Je vais vous remettre le lien là, voilà, pour ceux qui l'auraient loupé. Et du coup, le temps que chacun réponde au questionnaire, je voudrais juste rebondir sur une question que j'ai vu passer 2 fois, Marie-Françoise Bernigaud sur les purificateurs. On en a parlé effectivement, Oui. hem, sur, hem, voilà, ces dispositifs-là qui ont pour vocation d'assainir nos logements. Retenez que l'aération reste, le geste principal, que rien ne remplacera l'aération et la ventilation de nos logements. Le risque aussi avec les purificateurs d'air, c'est que, bah, comme les aspirateurs d'ailleurs, il y a, ces dispositifs normalement, ont des filtres pour justement filtrer l'air, et ces filtres, normalement se changent. Voilà, Mmh. il y a un entretien aussi à avoir, à respecter sur ce type d'appareil pour éviter que, l'air qui soit relargué soit vicié. Et que justement ça ajoute un problème à la pollution déjà présente. Donc voilà, les purificateurs sont pas forcément des solutions. Ils peuvent être intéressants dans certains cas, je le disais, dans des logements, des espaces, qui ne disposent pas de fenêtres, voilà, qui ne peuvent pas être aérés.
Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, voilà, si vraiment il y a une démarche pédagogique derrière, pour montrer que, ben, là, on s'aperçoit que la pièce a pas été aérée pendant quelque temps et on le voit avec, le purificateur qui nous indique, il y a un message qui nous indique que, voilà, l'air est saturé, en certains polluants, pensez à aérer. Si vraiment on recherche ce type, de de message, peut être intéressant, mais c'est pas une solution, en soi. L'aération reste la meilleure des solutions. Il n'y a pas d'autres questions. Effectivement, on peut faire des économies parce que c'est des dispositifs qui Ah sont oui. pas forcément donnés. Mmh. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour, Mmh. votre participation, pour, voilà, avoir nourri le chat et répondu, aux Ah, différents sondages. Patrick Robert a posé une question que nous n'avons pas abordée. Ah, Nous alors, l'avons zappé. Peut-être que vous pouvez la reposer, Patrick, parce que je ne sais pas à quelle hauteur du chat vous l'avez posée. effectivement, je la vois pas. Sur les laines, si les laines qui isolent les combles et qui s'insinuent dans les logements par divers orifices, sont-ils dangereux? Hem Ouais. Alors effectivement, on peut se poser la question des fibres, Mmh. des différents, matériaux d'isolation. Alors, normalement, le je veux dire les différentes, pièces du logement sont aussi isolées, enfin de, comment dire? Oui, Des ça n'entre pas à l'intérieur, c'est, Voilà, à moins qu'il y ait vraiment oui. le plafond ou les fissures au niveau de la jointure, Mmh. hem, C'est voilà plus dans la les manipulation. ou dans la manipulation effectivement, ça peut, hem, se diffuser au moment de la pause, se diffuser dans les pièces de vie, dans le reste du logement, donc Mmh. toujours retenir qu'au moment des travaux, voilà, même si effectivement c'est fait par une entreprise extérieure de toujours aérer, d'avoir ce réflexe d'aérer pour justement, balayer, faire forcer la circulation de l'air et balayer l'air pour que ça évacue aussi, c'est les fibres qui pourraient, provenir des différentes, laines d'isolation. Mais j'ai pas forcément de données très précises sur ce type de pollution à vous communiquer. Je peux, voilà, creuser un peu plus et vous donner l'information plus tard, mais, là, voilà, j'ai pas forcément d'éléments très précis là-dessus.
Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons clore cette webconférence. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci d'avoir passé cette heure et demie avec nous. J'espère que cette conférence vous a intéressé, mais d'après vos commentaires, je pense que oui. Effectivement, il y aura sans doute d'autres interventions sur les perturbateurs endocriniens, puisque c'est un thème que nous portons à cœur, n'est-ce pas, Laure? Effectivement. Donc, je pense qu'il y aura d'autres interventions, mais vous aurez, comme vous l'avez eu pour celle-ci, vous aurez l'information dès que ce sera lancé. Je pense que ce sera plutôt là maintenant sur 2023. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir répondu au questionnaire si vous l'avez fait. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours le faire, même quand nous aurons déconnecté cette webconférence. Merci à tous et bonne soirée. Merci Laure, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à C'était très tous. intéressante. Ouais, merci. Bonne soirée à Merci tous. Marilou, merci à tous, bonne soirée.